La PlayStation 1 est la toute première console de Sony, celle qui l'a propulsée dans le monde du jeu vidéo. Personnellement, je n'ai jamais joué à cette console, mais aujourd'hui, j'avais envie de découvrir cette console, pas en y jouant, mais en faisant quelque chose de bien plus fou, coder un jeu dessus. Ok, afin de pouvoir coder un jeu sur la PS1, je dois de prime abord me procurer une boîte à outils. Cette boîte à outils s'appelle le SDK pour Software Development Kit. Le SDK est un ensemble d'outils, de bibliothèques et de codes préécrits qui facilitent la création d'applications pour une plateforme ou un service donné. Et justement, pour la PS1, il n'en manque pas. Mais mon choix s'est vite porté sur la CQ. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il s'agit du SDK officiel fourni au studio de l'époque. Bien que Sony n'a jamais publié ce SDK et qu'elle a juste fuité, j'ai tout de même décidé d'utiliser cet outil. Mon objectif n'est pas simplement de coder un jeu sur la PS1, mais c'est de coder un jeu en me rapprochant le plus des techniques qui étaient utilisées pour les développeurs de l'époque. Et justement, en parlant d'époque, il faut noter que lorsque ces outils ont été créés, on était dans les années 90. Il n'y avait donc pas les outils modernes que nous utilisons aujourd'hui. Tout ça pour vous dire que mon PC moderne, dont le système d'exploitation et l'architecture physique sont basés sur le 64 bits, ne peuvent pas compiler les programmes que je vais coder. Je peux utiliser mon éditeur de texte moderne VS Code pour la programmation, mais pour la compilation, je dois trouver une autre alternative, car les outils de compilation du SDK sont des programmes 16 bits. Eh bien, la solution toute simple, c'est d'utiliser Windows XP. Windows XP est un système d'exploitation 32 bits qui peut parfaitement exécuter les programmes 16 bits du SDK pour la compilation. C'est donc ce premier outil que j'ai utilisé avant de finir par me fracasser la tête. Je vous explique. Windows XP arrive parfaitement à exécuter les programmes, mais lors de la compilation, j'ai toujours une erreur. Le compilateur ne retrouve pas deux fichiers essentiels pour la compilation. J'ai tout essayé pour régler le bug et sans suspense, ça n'a pas marché. Et comme pour ajouter une couche, je ne pouvais pas naviguer sur Internet. Le navigateur utilise de vieilles certificats qu'aucun site pour des raisons de sécurité n'accepte. Je ne pouvais donc pas reporter directement les erreurs. Je devais à chaque fois faire des captures. Pour toutes ces contraintes, j'ai fini par abandonner Windows XP. Mais tout n'était pas perdu. Je vous avais dit que les programmes du SDK étaient des programmes 16 bits. Si le 32 bits ne marche pas, alors autant aller sur du 16 bits. Et pour le 16 bits, il y a le MS-DOS qui est le tout premier système d'exploitation de Microsoft. Mais plutôt que d'installer le MS-DOS, j'ai utilisé le DOSBox X qui émule parfaitement le MS-DOS. C'est donc ce que j'ai fait, sans oublier que cette fois-ci, je n'avais plus d'erreur de compilation. Sauf que lorsque j'ai compilé mon programme, j'ai été accueilli par une fenêtre noire. Encore un bug. Ce deuxième bug était le plus long à résoudre et le plus éprouvant. Principalement parce que j'étais sur une fausse piste. J'ai longtemps pensé que le problème était celui du leaking, mais pas du tout. Je ne savais juste pas que pendant la compilation, je devais fournir au compilateur l'adresse à partir de laquelle le programme devait être chargé en mémoire. Je devais juste fournir cette information au compilateur lors de la compilation. Dès que j'ai ajouté cette information, tout a fonctionné. J'avais en fait carte blanche pour avancer sur mon projet. Mais avant de coder, je devais apprendre. J'ai donc entrepris des recherches. Et dans mes recherches, je suis tombé sur le tutoriel de Lamgers. Bien que ce tutoriel ne soit pas complet, il introduit les bases dont j'ai besoin pour coder mon jeu, à savoir dessiner les primitives, afficher les images et manager les inputs. La PS1 se compose de plusieurs éléments, mais ce qui nous intéresse le plus, c'est le GPU et la VRAM. La VRAM contient toutes les informations nécessaires au GPU pour réaliser le rendu. Sauf que ces informations sont créées et contenues dans la RAM. De plus, la VRAM n'est pas directement accessible par le CPU. Il faut donc trouver un moyen de transférer les données de la RAM vers la VRAM. C'est là qu'interviennent les primitives et l'ordering table. Les primitives sont des formes géométriques de base que le GPU sait directement dessiner. Les triangles, les quads, les sprites. Ces primitives sont définies sous forme de structures qui contiennent les informations comme la position, la dimension, la couleur de la palette et la texture. L'ordering table est une liste chaînée. Pour être plus précis, une liste chaînée de pointeurs dont les pointeurs pointent vers les structures de nos primitives. L'ordering table
permet de transférer toutes les primitives du jeu qu'on désire dessiner de la RAM vers la VGA. Une fois les primitives en mémoire, le GPU va réaliser le rendu de ces différents éléments en utilisant le principe du double buffering. Pour réaliser les rendus, le GPU a besoin de 2 zones d'affichage et de 2 zones de dessin. Ces 4 éléments fonctionnent par paire. Pendant que le GPU affiche la zone d'affichage de la première paire, il dessine le prochain rendu dans la zone de rendu de la seconde paire et ainsi de suite, frame par frame. Mais le concept qui m'a vraiment donné du fil à retordre, c'est la T-Page. Pour dessiner les images, le GPU a besoin que ces dernières soient stockées sous forme de textures dans une zone bien spécifique de la VRAM appelée T-Page. Chaque image chargée sous forme de texture dans la VRAM doit être placée dans une T-Page. Au début, j'avais programmé de sorte à ce que chaque texture du jeu possède sa propre T-Page. Mais lorsque je réalisais le rendu de plusieurs textures, certaines ne s'affichaient pas. J'ai donc dû trouver des astuces. Premièrement, je voulais dessiner la grille du jeu sous forme de texture, mais j'ai changé d'avis. J'ai plutôt utilisé les primitives de type tiled pour dessiner la grille. Deuxièmement, j'ai créé un sprite qui contient toutes les différentes parties du corps du serpent ainsi que la orbe. Je pouvais donc charger cette seule image et utiliser une seule T-Page, ce qui m'a permis de résoudre mon problème. J'arrive maintenant à dessiner toutes les parties du corps, la pomme et la grille. Ce qu'il me fallait à présent ajouter, c'est le déplacement de Snake. Et pour cela, il fallait que j'implémente un timer. Sauf que sur la PS1, il n'existe pas de timer à proprement parler. Cependant, il existe des interruptions qui se déclenchent à des intervalles de temps réguliers. Pour former mon timer, j'avais juste à compter ces interruptions. Et c'est de cette façon que j'ai pu implémenter le déplacement du Snake. Quant à la logique du jeu, j'avais juste à utiliser la même que celle que j'ai utilisée pour coder mon premier jeu de Snake avec la SDL. C'est ainsi donc que j'ai réussi à coder mon tout premier jeu sur la PS1 et j'espère que la narration et l'explication vous auront plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je tiens également à vous informer que j'ai une chaîne Twitch, une chaîne secondaire YouTube dans laquelle j'explique et je code ligne par ligne les projets de cette chaîne. Pour ceux que ça intéresserait, n'hésitez donc pas à vous abonner et à me suivre, car il se pourrait que je fasse bientôt des live tutos sur comment coder les jeux sur la PS1. Abonnez-vous et likez. Ciao.